que les gens sont rentrés dans la salle d'attente? C'est bon. C'est bon pour vous. Ok, super. Bonjour à tous. Donc, pour ce webinaire qui est co-organisé par le collectif de lutte contre la dénutrition et l'association France Alzheimer. Je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, je m'excuse. Nous avons eu quelques soucis techniques et nous essayons voilà, de récupérer les personnes de ce webinaire. Nous allons donc aujourd'hui vous accueillir pour ouvrir cette semaine nationale de la dénutrition avec un premier webinaire. Je suis membre du collectif de lutte contre la dénutrition et je vais d'abord commencer par vous évoquer les actions de notre collectif et ensuite je laisserai la parole à Hélène Clary pour l'association France Alzheimer qui vous expliquera le déroulement du webinaire. Quelques mots sur la dénutrition, donc, qui est une problématique importante qui concerne beaucoup de personnes en France. On considère que près de 2 millions de personnes sont en situation de dénutrition. Il faut savoir que cette pathologie va aller toucher l'ensemble de la population, que ce soit des personnes âgées qui sont en institution type EHPAD, en hospitalisation ou à leur domicile, également des personnes adultes, notamment qui sont atteintes d'une pathologie chronique, mais également peut être présente chez les enfants, les nourrissons. Une des problématiques, c'est que cette dénutrition, elle est souvent sous-diagnostiquée et de ce fait insuffisamment prise en charge, ce qui a motivé aussi le collectif à pouvoir mener des actions pour lutter contre la dénutrition en communiquant sur cette pathologie, et lors notamment de la Semaine nationale de la dénutrition, qui va rassembler, recenser en fait toutes les actions qui sont réalisées en France avec les différents acteurs du champ médico-social, du sanitaire, d'autres acteurs également, qui ont cette mission de lutter contre la dénutrition auprès de leur public. Donc c'est une semaine qui, depuis plusieurs années, se déroule au mois de novembre. On commence donc aujourd'hui le lundi 17 novembre et elle se déroulera jusqu'à vendredi 23 novembre dans toute la France. N'hésitez pas, si vous avez des actions que vous menez lors de cette occasion-là, à aller vous inscrire sur le formulaire de site de lutte contre la dénutrition pour pouvoir justement recenser toutes les actions que vous pouvez mener à cette occasion. Donc justement, ces actions, elles concerneront de multiples acteurs. Alors on pense notamment aux établissements de santé tels que les cliniques, les hôpitaux, aux établissements médico-sociaux avec les EHPAD, les personnes qui accueillent aussi des situations de handicap, les professionnels de premier recours tels que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les associations qui peuvent être des associations notamment de malades, également des entreprises. Donc, tous ces acteurs peuvent aussi collaborer dans cette action contre la dénutrition. Et avec différents types d'actions, ça peut être du dépistage, donc du risque de dénutrition, de la prévention, donc sur des actions qui sont ciblées notamment sur l'alimentation, mais pas que, des formations auprès des professionnels de santé, des professionnels du secteur médico-social, de la sensibilisation auprès notamment des personnes malades et de leurs proches, des actions de communication, comme on fait aujourd'hui avec ce webinaire, et également tout autre type d'action. Ça peut être notamment des interventions au moment du repas. Voilà, c'est encore quelques actions, mais elles sont encore nombreuses. Donc cette semaine pour 2025, je voulais vous présenter aussi quelques données pour montrer aussi l'ampleur en fait de cette semaine nationale de la dénutrition. En 2025, nous avons recensé près de 15 000 actions, c'est-à-dire le double en fait par rapport à l'année 2024. Depuis plusieurs années où on réalise cette semaine, on voit que ça monte en charge au niveau des actions qui sont réalisées à travers tout le territoire français et également les DOM-TOM. 3700 projets de labellisation ont été reçus par notre site, près de 2000 kits de communication, donc qui vont reprendre des outils mis à disposition tels que des posters, des flyers, des livrets. Plus de 3000 organisations ont été enregistrées sur la plateforme et pour vous donner une idée aussi du nombre de supports donnés, on a distribué cette année plus de 1,5 million de flyers. Donc on a envoyé plus de 1,5 million de flyers pour pouvoir justement communiquer lors de cette semaine. Donc, en plus de ces kits de communication, comme aujourd'hui, on réalise des webinaires. Donc, vous avez ici le planning des webinaires qui se déroule donc du lundi, notre premier webinaire aujourd'hui sur Alzheimer et nutrition. Vous voyez aussi d'autres thématiques de webinaires qui sont assez larges. On va parler du cancer, des troubles du comportement alimentaire, de l'activité physique, etc. N'hésitez pas à aller voir sur le site l'ensemble du programme du webinaire. Si certains programmes peuvent vous intéresser, vous pouvez encore vous inscrire.
Donc justement, pour pouvoir nous suivre et nous contacter, vous avez le site et vous avez également la page LinkedIn qui vous tiendra informé des différentes actualités pour cette semaine et puis tout au long de l'année aussi, où il y a de nombreuses actions qui sont menées. Nous envoyer aussi des mails pour toute question à contact@luttecontreladénutrition.fr et vous pouvez aussi vous inscrire auprès de notre newsletter pour pouvoir être régulièrement informé des différentes actions du collectif. Donc, j'en ai terminé là pour cette présentation. Laisser la parole à Hélène Clary qui va vous introduire pour ce webinaire. Bonjour, merci Gaëlle. Donc merci à toutes et tous pour votre présence. Donc Hélène Clary, je suis directrice des missions sociales chez France Alzheimer. Tout d'abord, effectivement, je nous prie de bien vouloir nous excuser pour les aléas techniques liés au direct. Voilà. Donc comment va se dérouler ce webinaire? Eh bien, nous allons vous poser quatre questions. Quatre questions et auxquelles vous allez répondre. Donc, il s'agit de questions en lien avec effectivement la maladie d'Alzheimer, les maladies neuro-évolutives et la nutrition. Et pour chaque question, nous aurons un expert qui va répondre. Donc, nous allons vous solliciter de quelle manière? Eh bien, c'est vous qui allez répondre aux questions. Et en fonction de vos réponses, vous aurez eh bien, l'expert qui rebondira. Donc, nous allons pouvoir commencer par lancer le sondage. Est-ce que c'est bon pour toi? Hop. Alors, vous avez le premier sondage, la première question à laquelle on vous demande de répondre. Donc, la question 1. La perte de poids est inévitable dans la maladie d'Alzheimer. Donc, vous avez vrai, faux, vrai, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Donc, c'est à vous. Vous avez donc, on vous laisse 1 minute pour répondre. Alors, pour l'instant, je vois 34 réponses. Hein, vous êtes 88. Ça monte. Nous sommes, voilà, nous sommes à 47 réponses. Ça ne monte plus. Du coup, ce que je vous propose, ça monte encore. Ok. Alors, 53 réponses. Ok. Donc, je vais vous partager, je pense que vous les avez aussi, hein, les résultats du sondage. Donc, la perte de poids est inévitable dans la maladie d'Alzheimer. Pour 60% donc, des personnes qui ont répondu, c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est que 24% pensent que c'est vrai, mais également 15% pensent que c'est vrai, mais ne peuvent pas l'expliquer. Alors, je vais passer la parole à Gaëlle afin que vous nous expliquiez effectivement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que la perte de poids est inévitable? Donc, je reprends la parole. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon.
Ok. Donc, je me représente pour pouvoir répondre à cette première idée reçue. Alors, je suis donc Gaëlle Soriano, je suis diététicienne au centre hospitalier de Toulouse, également avec une thèse d'épidémiologie clinique, et j'exerce comme chef de projet de recherche clinique pour l'étude ALPHA3, qui est une étude qui s'adresse aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leur famille. Alors, pour pouvoir répondre à cette première idée reçue, je ne vais pas vous répondre tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer aussi ce que l'on entend et ce que c'est vraiment le poids, parce que c'est important aussi à comprendre ce que représente un gain ou une perte de poids. Le poids, en fait, il va être composé de différents compartiments. 15% de notre poids est en général occupé par la masse osseuse, c'est-à-dire le squelette représente 15% de notre poids. La masse musculaire, donc, occupe à peu près un tiers de notre masse. Alors, un peu plus chez les hommes et un peu moins chez les femmes en moyenne. Et pour la masse grasse, ça va être l'inverse. Donc, les femmes ont un petit peu plus de masse grasse et les hommes un peu moins. Et puis tout le reste sera représenté par les organes, le sang, la peau pour le poids restant. Ces données-là que je vous communique, en fait, ce sont des valeurs moyennes, hein, bien sûr, pour une personne de moins de 50 ans. Ce qui va être vrai déjà de savoir dans un premier temps, c'est qu'avec l'avancée en âge, on va retrouver une évolution de la composition corporelle. Alors, de différentes façons, hein, on regardera déjà la densité osseuse. On remarque qu'il y a une perte de la densité osseuse qui peut aller jusqu'à l'ostéoporose. Et donc, il y a une perte de taille, un tassement, en fait, entre 5 et jusqu'à 5-8 cm entre l'âge de 20 et de 80 ans. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va retrouver aussi une perte de masse maigre. Alors, la masse maigre, elle est représentée par, à la fois par les organes et la masse musculaire. C'est surtout de la masse musculaire qu'on va perdre. Et là aussi, en moyenne, on retrouvera une perte de 5 à 8 kilos de masse musculaire, donc ce qui est vraiment important, hein, entre l'âge de 50 et 80 ans. Bien sûr, ce sont des moyennes et ça, ce sont des choses qui peuvent tout à fait être modulées selon le mode de vie de la personne. Et typiquement, les personnes qui vont avoir le plus de pertes en masse musculaire, ce sera les personnes qui ont très peu d'activité physique, donc qui sont sédentaires, qui ont une alimentation qui est insuffisante et notamment insuffisante en protéines, telles que la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, également les protéines végétales, et des personnes qui sont dénutries. Donc, c'est le sujet aussi d'aujourd'hui, de cette semaine. Les personnes qui ont une situation de dénutrition sont les personnes qui perdent le plus de masse musculaire. En parallèle, on va retrouver une augmentation de la masse grasse. Au contraire, la masse grasse, elle va doubler entre l'âge de 20 et de 85 ans, ce qui va aussi se rapporter vraiment sur une masse qui va se répartir différemment au niveau corporel, ou notamment une masse grasse qui va être surtout en intra-abdominal, ce qui va donc expliquer le tour de taille qui va augmenter chez les personnes qui sont plus âgées. Ce qui fait qu'entre la perte de masse musculaire et l'augmentation de la masse grasse, on va dire que l'un va masquer l'autre. Le poids devrait rester relativement stable avec l'avancée en âge. S'il y a une perte de poids, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Et notamment chez les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer comme d'autres pathologies, on va retrouver un risque de perte de poids qui et peut également un risque de perte de poids ou de masse musculaire qui va donc engendrer la dénutrition. On retrouve ça chez un tiers des personnes donc, qui sont en situation de démence. Donc c'est vraiment un phénomène important. La dénutrition, en fait, elle va s'expliquer par plusieurs causes qui sont indépendantes ou qui peuvent aussi agir de façon concomitante. La dénutrition, elle peut s'expliquer par une augmentation des dépenses énergétiques où la personne a dépensé plus de calories en fait qu'avant. Elle peut aussi s'expliquer par une baisse des apports alimentaires, donc la personne va moins s'alimenter, notamment sur le plan des calories, sur le plan des protéines. Parfois aussi, la dénutrition, elle peut venir d'une malabsorption des nutriments, et ça, typiquement, ce sera plutôt dans les maladies digestives. Ce qu'on retrouve avec la maladie d'Alzheimer, en fait, les mécanismes en lien avec les symptômes de cette maladie, c'est typiquement des troubles du comportement, ou en tout cas dans les stades qui peuvent être avancés. Parfois, il peut y avoir par exemple de la déambulation. Donc les personnes vont dépenser beaucoup d'énergie parce qu'elles seront en mouvement quasiment toute la journée. Les troubles du comportement peuvent aussi aller expliquer parfois des refus à s'alimenter ou une forte sélectivité alimentaire. Et donc ça va engendrer une baisse des apports alimentaires. De façon générale et parfois aussi précoce, des problèmes de régulation de l'appétit où parfois la personne aura moins faim qu'avant ou une satiété beaucoup plus rapide, ce qui fait que les repas vont être réduits. On retrouve aussi parfois des oublis de manger, de se mettre à table en fait au moment des repas.
des difficultés à préparer ses repas, des difficultés à faire les courses qui font que l'alimentation va être aussi plus monotone. En corollaire aussi de cette pathologie d'Alzheimer, on peut retrouver aussi d'autres pathologies qui sont fréquentes, notamment la dépression ou les troubles de la déglutition. Et enfin, parmi les mécanismes explicateurs aussi, on retrouvera parfois la prise de certains médicaments qui peuvent aussi aller baisser l'appétit. Donc, vous voyez, ce n'est pas la maladie en elle-même, mais c'est plutôt les symptômes liés à la maladie qui vont expliquer ce risque de dénutrition qui va être assez important. Alors, est-ce que c'est évitable d'être dénutri ou de perdre du poids? On ne va pas forcément de perdre du poids, pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de négation dans ma phrase. Donc, c'est pas inévitable, mais il faut mettre les moyens. C'est-à-dire que ça se fait pas tout seul. La première chose à comprendre aussi, c'est mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la personne soit dénutrie pour pouvoir agir. Dès qu'on constate une perte d'appétit, quelques kilos de perdu, ne pas attendre en fait qu'on rentre dans le mécanisme physiopathologique de la dénutrition qui sera beaucoup plus difficile, il sera plus difficile de s'en sortir. Donc, pour pouvoir agir dans la prévention, notamment, il y a plusieurs solutions qu'on peut proposer. Ne pensez aussi qu'un diététicien peut vous aider à adapter vos repas de façon personnalisée. Et puis, de façon générale, aussi, des idées à avoir en tête, c'est d'une part, on peut enrichir l'alimentation. Donc là, c'est l'inverse du régime, en fait, hein. Il ne faut pas que la personne, elle suive une restriction alimentaire spécifique en sel, sucre, matières grasses, etc. Ce sera plutôt l'inverse, en fait, hein. On va essayer d'augmenter les calories et puis les protéines aussi pour qu'elle puisse manger le plus nourrissant possible sous un volume le plus faible possible. Donc pour ça, dans les plats, dans les desserts, on va pouvoir ajouter du lait en poudre, de la crème, des huiles, du beurre, du fromage, du sucre, de la confiture, etc. pour vraiment essayer d'avoir les maximums d'ingrédients les plus caloriques possibles. Ça, c'est une première type d'adaptation. En parallèle, on pourra aussi aller fractionner les repas, c'est-à-dire que quand les repas sont pris en petite quantité, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller manger beaucoup plus souvent dans la journée. Donc, en introduisant, par exemple, un encas qui peut être à 10 heures, à 4 heures, ou également le soir. Voilà, tout dépend aussi du rythme de vie de la personne. Le principe étant que ça soit assez éloigné des repas, au moins 2 heures, pour éviter de lui couper l'appétit sur le repas d'avant. Et après, tous les venus, ça peut être des biscuits, du chocolat, des boissons de jus de fruits, ça peut être aussi des encas salés, hein, avec des sandwichs au fromage, par exemple. Voilà. Tout ce genre de choses qui vont pouvoir plutôt faire des petits repas tout au long de la journée. Gaël, En il reste dehors, peu de temps pour votre intervention. Je vois l'heure euh, qui défile. d'accord, je finis sur cette Allez-y. slide-là et c'est bon pour vous? Voilà. En dehors des repas, donc il faut s'y stimuler pour garder le plaisir à manger, faire des recettes, manger aussi avec la personne, ça va être important. Et si jamais ces solutions pas, on peut aussi être amené à demander une prescription de compléments nutritionnels oraux qui peuvent être aussi efficaces à condition d'en prendre de façon tous les jours systématique. Donc pour terminer là, vous pouvez aussi aller vous référer sur le site de lutte contre la dénutrition. Vous retrouverez aussi beaucoup plus de guides pour vous aider. J'en ai terminé ici. Je vous remercie. Merci Gaëlle. Oui, alors je ne l'ai pas précisé au début, effectivement, on a timé pour que chacun de nos experts puisse avoir un temps de parole suffisant à 8 minutes. Et voilà, du fait, je suis obligée un petit peu de faire le maître du temps. Et nous allons pouvoir passer à notre deuxième question. Donc, deuxième question, deuxième lancement du sondage. Et cette fois-ci, la personne malade et dénutrie doit se reposer car elle n'a plus assez d'énergie pour pratiquer une activité physique. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? C'est vrai, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Voilà. Je vous laisse 30 secondes pour répondre. Allez-y, c'est à vous.
Nous sommes à 76 réponses. Merci vraiment pour votre participation très très active. Donc à la question, la personne malade et dénutrie doit se reposer car elle n'a plus assez d'énergie pour pratiquer une activité physique. Très majoritairement, hein, puisque vous êtes 86% à répondre que c'est faux. Et du coup, je vais passer la parole à notre expert, à Bastien Paris, afin qu'il infirme ou confirme cette question. Bastien, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Très bien. Oui, c'est bon. Donc, Bastien, il est 14h52, vous avez jusqu'à 15h. D'accord, oui, très bien. Donc, je me présente, Bastien Paris. Donc, je suis chargé de prévention dans l'association Ciel Bleu. Donc, moi, je suis en Bretagne, mais sinon, l'association Ciel Bleu, c'est une association nationale qui agit pour la prévention santé et actrice donc dans l'activité physique adaptée, et la diététique et aussi sur le plan moral en soutien aux personnes fragiles. Donc moi, je suis enseignant en activité physique adaptée. Je suis également diététicien nutritionniste. Mais aujourd'hui, donc, ce sera l'APA. Euh, Très bien. Donc, je souhaite commencer par présenter mon métier, qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, enseignant en activité physique adaptée, ça fait suite à une formation donc à la fac, une formation STAPS, spécialité activité physique adaptée et santé. Donc, le rôle de l'APA, de l'enseignant APA, c'est d'accompagner les personnes fragiles par le biais d'activités physiques en s'adaptant à leurs besoins et à leur état de santé. Ce sont des personnes en situation de handicap pour lesquelles on va proposer d'adapter une activité physique, mais aussi un sport, pour des malades chroniques également, des personnes âgées et bien d'autres. L'objectif étant d'améliorer leur santé, leur autonomie et l'inclusion sociale. Et donc, l'activité physique adaptée s'insère complètement dans une équipe pluridisciplinaire, dans une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, vous avez globalement répondu que cette affirmation, cette idée reçue était fausse. Donc, on va voir ensemble ce que je vous propose. Pour moi, ça peut être oui. Donc, la personne malade et dénutrie doit se reposer, n'a plus assez d'énergie pour pratiquer une activité physique. Oui, mais non. Donc, je vais vous dire pourquoi. Et donc oui, parce qu'en effet, ça dépend de l'état clinique de la personne. Une personne qui est très fatiguée, très fragile, qui a une problématique majeure de santé, aura pour nécessité de se reposer temporairement, des soins et de la récupération. Mais non, finalement, parce que ça, c'est temporaire et au final, les effets négatifs de la sédentarité, donc qui est défini par l'OMS comme le temps passé en position assise ou allongée, avec une dépense énergétique très faible hors sommeil, donc ces effets négatifs vont être plus délétères finalement que ce repos présenté par avant. Donc, je vais vous présenter pour commencer les effets négatifs de la sédentarité. C'est une altération globale de la condition physique, donc notamment avec un catabolisme au niveau du corps de la personne. Une personne qui ne va pas bouger va avoir tendance à perdre du muscle, à avoir une densité minérale osseuse qui va diminuer et bien d'autres choses, une baisse de la capacité cardiovasculaire et une augmentation des troubles musculo-squelettiques. Donc ça a une répercussion, notamment la sarcopénie qui est bien connue. Donc c'est la perte de masse musculaire qui va avoir pour conséquence bien une baisse d'énergie, une baisse de l'immunité pour les personnes qui déambulent encore un risque accru de chute. Au niveau de la condition cardiovasculaire, c'est une augmentation des maladies cardiovasculaires et le risque de développer, par exemple, de l'hypertension artérielle, de l'athérosclérose, d'obésité, le syndrome métabolique. Une augmentation des douleurs lombaires sur le plan donc ostéo-articulaire, une baisse de l'équilibre, une baisse de la densité minérale osseuse, donc notamment un risque d'augmentation de l'ostéoporose, la fragilisation des os, et une augmentation du risque de chute. Sur le plan cognitif et neurologique, donc toujours sur la sédentarité, on va avoir un risque accru de démence, une altération de certaines fonctions cognitives et de la prise de décision, une augmentation de l'anxiété et des symptômes dépressifs,
le risque de perturber le cycle, le rythme circadien, le sommeil, le métabolisme hormonal. Et donc, tout ça, ça a pour conséquence de diminuer la qualité de vie. Et donc, l'inverse de la sédentarité, ça va être donc l'activité physique, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au final, l'activité physique va permettre de contrer un petit peu tous ces effets négatifs. Et donc, on reprend toutes les choses dans l'autre sens. À la place du catabolisme, en faisant de l'activité physique, on va avoir un anabolisme, donc une production de cellules, une régénérescence du métabolisme. Le métabolisme qui va plutôt se relancer, c'est mieux expliqué comme ça. Une augmentation des capacités cardiovasculaires et une diminution des troubles musculo-squelettiques. Donc finalement, un cercle vertueux, une relance du métabolisme, et donc là on parle d'Alzheimer, de la dénutrition, mais donc au niveau de la dénutrition, eh bien, ça va être une augmentation de l'appétit et une amélioration de l'assimilation des nutriments, une diminution des risques des maladies cardiovasculaires. Donc là, c'est la même chose. On diminue ou en tout cas on atténue l'hypertension artérielle, l'artériosclérose, l'obésité, le syndrome métabolique, diminution des douleurs lombaires et cervicales, notamment avec une augmentation de la densité minérale osseuse. On va passer en ostéogenèse avec la contrainte proposée par l'activité physique. On renforce le muscle, on renforce les os, on renforce tout le corps. Une augmentation de l'équilibre pour les personnes qui marchent encore, qui déambulent beaucoup, et bien, on sait qu'il y a un risque de chute, et donc eh bien, ça va permettre de travailler sur différents points, notamment l'équilibre et à une diminution du risque de fracture. Et donc tout cela a pour conséquence d'augmenter l'autonomie de la personne. Et sur le plan psychologique et du bien-être, eh bien, on va avoir une amélioration de l'image de soi, de la confiance en soi. En effet, en travaillant avec la personne, on va lui proposer des exercices, on va être près d'elle, on va lui proposer un accompagnement, on va prendre soin d'elle, et donc elle va faire des exercices qui vont lui permettre de reprendre confiance en elle en se rendant compte qu'elle est encore capable de faire plein de choses. Au niveau cognitif et de la prise de décision également, toujours lié au travail qu'on va lui proposer, aux exercices qu'on va lui proposer, elle va devoir faire des choix, devoir faire des actions, faire des choix, oui, et donc la prise de décision. Une diminution de l'anxiété, des symptômes dépressifs, parce que quand on est entouré, on se sent mieux. Quand on fait des exercices, quand on a une meilleure confiance en soi, on se sent beaucoup mieux également. Une augmentation de la qualité du sommeil, du lien social, de la lutte contre l'isolement, et donc une amélioration, une hausse de la qualité de vie. Donc, pour cela, je reviens donc à mon métier, donc l'activité physique adaptée. Je vous ai parlé de l'activité physique, et donc certaines personnes pensent parfois que l'activité physique, c'est lié à des choses comme le fitness ou des choses un peu trop intenses et qui fatiguent le corps, en effet, mais qui sont bonnes pour la santé. Et donc, l'enseignant APA va avoir pour objectif d'évaluer les capacités de la personne et ses besoins, d'établir un programme d'activité physique adapté, d'animer et d'adapter les séances en fonction des retours et de réaliser un bilan en fin de prise en charge si nécessaire. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'adapter à la personne, si c'est une personne alitée, de s'adapter à sa condition, de voir ce qu'elle est capable de faire, de voir ses besoins, et donc de lui proposer par exemple de la mobilisation articulaire, des exercices de renforcement musculaire très doux, vraiment toujours à l'écoute de la personne et en restant bienveillant, de la coordination et divers exercices, mais toujours assez ludiques pour passer un bon moment et aussi lui proposer quelque chose de plus adapté possible. Donc en conclusion, une personne malade et dénutrie ne doit pas rester uniquement au repos, même si elle présente une fatigue liée au manque d'énergie. Le repos complet favorise la fonte musculaire et aggrave la dénutrition. L'objectif est de maintenir une activité physique adaptée à ses capacités pour préserver la masse musculaire, stimuler l'appétit et favoriser la récupération. Et donc, le travail pluridisciplinaire est primordial afin d'adapter et d'optimiser au mieux les soins du patient. En effet, travailler avec le kiné, la diététicienne, tout le corps médical, c'est important d'échanger avec toute l'équipe afin d'adapter au mieux la prise en charge. Voilà pour moi. Merci Bastien, merci beaucoup.
Donc, je vous propose que nous passions à la troisième question. Voilà. Troisième question, si une personne refuse de manger, c'est parce qu'elle n'a pas faim. Pareil, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Mais vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est à vous pour 30 secondes. Bastien, il faudrait arrêter votre partage, s'il vous plaît. Juste le partage, hein. Je vous propose qu'on arrête le sondage. Alors, très, très majoritairement, hein, vous êtes vraiment 95% à estimer que c'est faux. Voilà, que si une personne refuse de manger, eh bien, c'est pas forcément parce qu'elle n'a pas faim. Et donc, je vais laisser la parole à notre experte pour répondre à cette question. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour répondre avec vous à cette question, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez tous correctement? Oui, très bien. Alors, je me présente, je suis Anne Bacou, je suis psychologue clinicienne et également chargée de projet au sein de la direction des missions sociales France Alzheimer et maladies apparentées. Et donc, avec vous aujourd'hui, effectivement, nous soulevons cette question et vous avez en grande majorité tous très bien répondu. Effectivement, si une personne refuse de s'alimenter, ce n'est pas juste parce qu'elle n'a pas faim. Il y a effectivement plusieurs raisons qui peuvent en être à l'origine et elles sont évidemment à explorer. Il y a plusieurs pistes à explorer puisque ces raisons peuvent être à la fois physiques, physiologiques et ou environnementales. Tout d'abord, il peut être question de perte de mémoire ou de confusion, c'est-à-dire, comme l'a évoqué Gaëlle tout à l'heure, la personne, elle peut oublier qu'elle doit manger ou alors qu'elle n'a pas encore mangé. Et elle peut également ne pas reconnaître la nourriture qui est dans son assiette ou ne pas savoir à quoi elle sert, ce qu'elle doit en faire, ou même savoir comment utiliser ses couverts pour s'alimenter. La personne, elle peut aussi témoigner une perte de sensation, c'est-à-dire une perte de sensation au niveau de la faim, du goût, de l'odorat, et tout ça, ça peut entraîner soit une diminution ou une perte de l'appétit naturel, ou alors une modification des goûts, c'est-à-dire que la personne, par exemple, elle peut avoir petit à petit une perte de plaisir à manger du salé et s'orienter davantage vers une préférence pour le sucré. Il peut être aussi question d'une sensation que la nourriture n'a plus de goût ou alors qu'elle peut paraître étrange et cela peut être lié parfois aussi avec la texture de la nourriture qui est présentée. De même que des troubles de l'odorat peuvent avoir pour conséquence une réduction de l'envie de manger. Il peut y avoir également des troubles de la déglutition qui viennent perturber l'alimentation, c'est-à-dire que ces troubles de la déglutition, ils peuvent entraîner une difficulté ou une incapacité à avaler sans s'étouffer, et on parle aussi de dysphagie. Donc, dans ce cas-là, la personne, elle peut faire des fausses routes, c'est-à-dire qu'un aliment solide va passer dans les voies aériennes via le larynx au lieu d'aller vers l'œsophage et l'estomac. Et si ces fausses routes, elles sont régulières, voire quotidiennes, là, on dit qu'elles font partie des troubles de la déglutition, ce qui peut provoquer, dans certains cas, un étouffement par inhalation. Donc, face à ces difficultés-là, la personne, elle peut, à juste titre, ressentir une peur ou une angoisse de s'étouffer, et donc ça peut mener à un refus aussi de s'alimenter. Il peut être question de difficultés cognitives ou motrices, comme par exemple des difficultés à utiliser les couverts ou à porter la nourriture à la bouche, ou alors des difficultés à s'asseoir correctement ou à se concentrer suffisamment longtemps sur le temps du repas.
C'est pourquoi, dans certains cas, il sera plus indiqué de privilégier plutôt du manger-main, des petites collations, que la personne, elle peut manger si elle en ressent le besoin, tout en marchant, et ce qui lui permet de quitter la table et de poursuivre quand même à s'alimenter, enfin, poursuivre son alimentation. Il peut être question parfois de douleur ou d'inconfort physique, c'est-à-dire qu'une personne peut être fatiguée ou avoir des douleurs musculaires ou articulaires qui vont rendre difficile le fait de s'asseoir à table et d'y rester tout le temps du repas ou de manger. Par exemple, tous les gestes qui accompagnent le repas, porter les couverts ou le verre à sa bouche, il peut y avoir des douleurs au niveau articulaire ou musculaire, ce qui va limiter les mouvements et donc la prise alimentaire. Il peut être aussi question de douleurs ou de problèmes dentaires ou de gencives, c'est-à-dire que des dents peuvent se déchausser, des prothèses peuvent être mal ajustées, des problèmes de caries également, qui vont venir impacter la capacité à s'alimenter, et des problèmes aussi gastro-intestinaux tels que la constipation, reflux, nausées, qui peuvent être en lien avec des effets secondaires de traitement ou alors des interactions médicamenteuses. Donc, on voit qu'il faut prêter attention à tous ces éléments-là, de même qu'à l'hygiène bucco-dentaire. L'environnement joue aussi son rôle, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel la personne se trouve est très important dans la mesure où s'il est inadapté, il peut influer sur la manière dont la personne va s'alimenter. S'il y a trop de bruit ou trop de stimulation, ça risque de détourner l'attention de la personne du moment du repas. Par exemple, la télévision ou des informations qui vont être anxiogènes, ça peut détourner l'attention de la personne. Donc, l'importance de privilégier un environnement calme pour pouvoir justement porter plus de présence au moment du repas et à l'alimentation. Il peut y avoir aussi des changements dans les habitudes de la personne. Au moment des repas de famille, où on va être nombreux, il y aura beaucoup plus de personnes présentes par rapport à d'habitude, ou des changements de lieu, aller au restaurant, être invité chez des amis ou de la famille. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent perturber les repères de la personne et affecter sa disponibilité à s'alimenter sereinement. Il peut aussi être question d'un manque de repères au niveau visuel ou sensoriel. Par exemple, quand la table est dressée, une nappe blanche, des assiettes blanches sur une nappe blanche, ça va être beaucoup moins saillant, moins perceptible pour la personne. Ou alors, à l'inverse, une table qui aura beaucoup trop de stimuli visuels, différentes vaisselles, de couleurs variées, avec une multiplication des couverts ou des décorations ou des accessoires, comme par exemple des porte-couverts. Tout ça, ça va surcharger et ça peut perturber aussi les capacités d'attention et de concentration de la personne sur le repas en lui-même. Comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure, la dépression, les troubles de l'humeur peuvent venir impacter l'alimentation. La dépression, elle est fréquente dans le cadre des maladies neuroévolutives, souvent sous-évaluée aussi, sous-diagnostiquée, mais elle peut entraîner une véritable perte d'intérêt, notamment pour la nourriture ou une perte d'appétit. Et enfin, parfois, on peut être face aussi, dans certains cas, à un refus volontaire de s'alimenter ou une méfiance vis-à-vis de l'alimentation. C'est-à-dire que la personne, du fait de sa maladie, elle peut témoigner des idées de paranoïa ou délirantes, c'est-à-dire qu'elle peut penser que la nourriture va être empoisonnée. Et donc, ces idées, elles peuvent être alimentées par les troubles sensoriels qu'on a évoqués tout à l'heure, avec la modification de l'odorat, du goût, de la capacité à reconnaître les aliments. Le refus, il peut aussi être entendu comme une volonté ou une tentative de retrouver un certain contrôle dans un contexte où la personne, elle se sentira en perte de ses repères, donc possiblement en perte de confiance aussi dans la situation dans laquelle elle se trouve. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir aussi entendre le refus comme une forme de communication de la part de la personne, comme l'expression d'un ressenti, soit en termes de goût, soit traduisant aussi possiblement son état émotionnel, frustration, inconfort, tension. Donc on voit bien que ces différents éléments, ils sont là aussi pour nous éclairer sur pourquoi le refus, et face à un refus, toujours se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière pour pouvoir trouver des éléments de réponse. Voilà. Arrêtez le partage. Merci Anne pour ces éléments de réponse. Donc, je vous propose de passer à notre quatrième et dernière question, à savoir, selon vous, il suffit de mixer les aliments pour éviter les fausses routes? Vrai ou vrai, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Pareil, je vous laisse environ 30 secondes pour répondre.
Je vous propose d'arrêter le sondage. 81 réponses et très très majoritairement, puisque pour 92%, vous pensez que c'est faux et qu'il ne suffit pas de mixer les aliments pour éviter les fausses routes. Donc vrai, faux, je passe la main à notre experte, Sophie Liéger. C'est à vous. Bonjour à tous, donc Sophie Liéger, je suis orthophoniste à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Je fais aussi partie du groupe de référence ITSI France. ITSI, c'est la standardisation internationale des textures alimentaires adaptées aux troubles de la déglutition. Et je fais aussi également partie du Conseil national professionnel des orthophonistes, le Collège français d'orthophonie. La question est très très intéressante. Effectivement, vous avez globalement raison avec le 90% de faux. Alors effectivement, la notion d'éviter les fausses routes, on peut pas les éviter, on peut peut-être les limiter, quoique. Du coup, je vous apporte un certain nombre de... Hop, attendez, j'arrive pas à changer de slide. Hop, et voilà, on est bon. En fait, je réponds à cette question par un certain nombre d'autres questions. Déjà, en commençant par un constat, on entend très souvent, que ce soit à l'hôpital ou en EHPAD, on va le mettre en texture mixée, ça sera plus sûr. C'est une phrase qu'on a tous entendue, qu'on a peut-être tous prononcée, y compris moi en tant qu'orthophoniste. Seulement, les textures modifiées, qu'on peut aussi appeler textures adaptées, ça n'est qu'un outil parmi d'autres et pas une garantie d'absence de fausse route. Donc ça, c'est un élément à avoir vraiment en tête. Alors, je ne vais pas reprendre les éléments des présentations tout à fait bonnes de Tangaël, Kahn et Bastien au sujet de ce qui peut se passer dans un contexte de maladie d'Alzheimer. Mais si je reste focalisée sur les fausses routes, c'est quoi? C'est avaler de travers. Avaler de travers, c'est quelque chose qui nous arrive à tous très régulièrement. Très souvent, on entend dire, visiblement à raison, qu'on fait tous une fausse route par semaine. Et en règle générale, la toux réflexe prend le relais, ce qui permet d'expulser ce qui était avalé de travers. Donc, une fois par semaine, ça veut dire que c'est pas parce qu'un résident, un patient ou un proche se met à tousser que pour autant, il faut tout de suite prendre des décisions drastiques. Donc, on voit bien que le problème, c'est pas tant la texture, mais la déglutition dans son ensemble. C'est-à-dire, ça peut être un trouble de la déglutition, mais cela dit, chez une personne qui ne présente pas de trouble de la déglutition, on trouve une occurrence en fait assez importante de fausse route, en gros une fois par semaine. Donc, il faut d'abord identifier là où les sources du problème, et ces sources-là peuvent être multiples, d'où la nécessité d'une évaluation. J'ai très fréquemment entendu Virginie Ruglio, qui est une orthophoniste spécialiste du sujet, évoquer le fait que, attention, les troubles de la déglutition, c'est pas simple. Effectivement, c'est pas simple. Et donc, le fait de se référer à un ou des spécialistes, c'est très, très important plutôt que de se dire, attention, on va adapter les textures pour éviter les fausses routes. Alors, maintenant, j'en viens à pourquoi mixer n'empêche pas les fausses routes. En fait, des fausses routes peuvent apparaître avec des purées. Déjà parce qu'il n'y a pas une purée, mais plusieurs types de purées. Vous le voyez là sur la double pyramide de l'ITSI que j'ai mis sur la présentation. Vous avez la purée fluide et la purée lisse. Il y en a une qui est un tout petit peu plus liquide que l'autre, donc l'autre est plus épaisse la purée lisse est plus épaisse que la purée fluide. Donc déjà, quand on parle de purée et de mixer, on parle de choses qui peuvent être tout à fait différentes. À ça s'ajoute la notion de une purée peut être plus ou moins collante et donc ça peut être plus ou moins gênant à malaxer, mastiquer en bouche, puis avaler. Par ailleurs, qui dit mixer, dit finalement on a moins besoin de mastiquer, donc on va moins mettre de salive, on va moins produire de salive qui va moins enrober le bolus et du coup on va pouvoir avoir aussi plus de difficultés à avaler ce qu'on a dans la bouche. Et plus de difficultés, donc potentiellement derrière des fausses routes parce que ça s'accumule. Il y a aussi le fait que quand ça s'accumule en texture mixée, c'est beaucoup plus difficile à expulser qu'un aliment qui est un tout petit peu plus homogène et un petit peu moins compact qu'une texture mixée. Donc il y a aussi ça qui intervient en ligne de compte. Alors, on est en train de parler de la semaine de la dénutrition. C'est quoi les risques d'une utilisation abusive du mixé? La perte du plaisir alimentaire. Ça a été évoqué un petit peu plus tôt, notamment par Anne et Gaël. Effectivement, si on voit une assiette exclusivement mixée, ça donne pas envie. Ça rappelle pas des souvenirs chez des gens qui sont porteurs d'une démence.
Et donc la perte du plaisir alimentaire, c'est quand même un risque assez important. La perte des capacités de mastication, pourquoi? Parce que quand on n'utilise pas une fonction, on la perd. Donc si potentiellement on est toujours en train de prendre une texture mixée, on mastique plus et donc on perd la possibilité de le faire, potentiellement. Ensuite, ça peut induire aussi le risque d'un faux sentiment de sécurité. Oh, c'est bon, tranquille, il est en texture mixée, tout va bien, on maîtrise, on contrôle. N'empêche pas les fautes. Ça dépend d'où ça vient et ce que sont les causes de potentiels troubles de la déglutition. Et enfin, des risques qui ne sont pas des moindres, dénutrition et déshydratation. Pourquoi? Parce que si on a une perte d'appétence, si on consomme des textures modifiées qui donnent lieu à moins d'apports nutritionnels, mais là je laisse la parole au diététicien pour expliquer ça beaucoup mieux que moi, potentiellement, des troubles de la déglutition peut survenir une dénutrition, voire une déshydratation, parce que généralement, les aliments, on se dit, on va peut-être faire la même chose avec les boissons, parce que sait-on jamais. Et du coup, on se met à épaissir des boissons, alors même que la personne n'a peut-être pas besoin qu'on les épaississe, ces boissons, surtout si elles toussent que de temps à autre, sans autres complications. Alors, que faire puisqu'il ne suffit pas de mixer les aliments pour éviter les fausses routes? D'abord, il faut évaluer. Donc, ça veut dire qu'en situation de fausse route constatée chez un de vos proches ou chez un de vos résidents ou patients, il faut prévenir le médecin. En général, le médecin, derrière, il fait une prescription d'orthophonie pour une évaluation fonctionnelle de la déglutition. C'est important parce que quand on ne fait que dépister, en général, on est mixé. Du coup, l'évaluation est vraiment nécessaire dans ce contexte-là. On a plein de manières différentes. Vous l'avez dit lors des précédents modules, on peut adapter l'installation, l'environnement. Et dans les adaptations, il y a aussi le fait de préciser les textures d'alimentation, d'hydratation, mais aussi les traitements. Donc, si on change quelque chose, on change à la fois du côté des aliments, des boissons et des traitements. Et plus spécifiquement dans la maladie d'Alzheimer, les troubles de la déglutition, ils sont plutôt d'apparition tardive à un stade avancé. Et quelque part, avant ça, on cherche à rester le plus proche de ce que la personne connaît pour les raisons évoquées par Anne précédemment. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des troubles praxiques, des difficultés d'initiation. En fait, tout ça pour vous dire qu'il y a bien souvent plus de risques à adapter trop tôt les textures dans le contexte de la maladie d'Alzheimer que l'inverse. Donc, attention de ne pas aller vers le mixé de manière automatique. J'en viens à ma phrase. Alors, désolée pour le lien avec les antibiotiques. Il n'y en a presque aucun, mais le mixer, ça ne doit pas être automatique. C'est ce que j'ai envie de dire aux équipes soignantes à longueur de journée, parce que très souvent, ma première question quand j'arrive devant l'équipe soignante du patient que je vais prendre en charge, c'est pourquoi est-ce que vous l'avez mis en mixé? En général, c'est par peur ou parce qu'on a lu quelque part qu'il y avait des troubles de la déglutition. Donc, vous voyez comme quoi c'est une vraie idée reçue répandue, même si vous y avez répondu correctement aujourd'hui. Donc, l'évaluation par un spécialiste est nécessaire et ce spécialiste va évaluer le rapport bénéfice-risque à changer des choses. Il ne va pas le faire seul, il va le faire en pluridisciplinarité, généralement avec l'équipe soignante, donc l'infirmier, l'aide-soignant, l'équipe de rééducation, l'ergothérapeute par rapport à l'installation, le kinésithérapeute par rapport au niveau d'encombrement et au caractère respiratoire qui peut être induit par une des conséquences des troubles de la déglutition. Mais il y a un binôme sur lequel je souhaite vraiment insister, qui est le binôme orthophoniste-diététicien. Non, nous ne nous remplaçons pas l'un l'autre. L'orthophoniste va évaluer et prendre en soin les troubles de la déglutition et le diététicien va effectuer une prise en charge nutritionnelle dans un contexte de troubles de la déglutition. Et notre action en binôme est véritablement nécessaire. Donc, c'est une action qui est vraiment, vraiment très importante et c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Sophie, c'était très intéressant également, comme les interventions de nos 4 intervenants du jour. Pour ceux qui sont encore parmi nous, vous êtes très nombreux. On vous a préparé 3 questions bonus. Voilà, 3 questions bonus un peu fun qui sont cette fois pour vous, pas en lien avec la maladie
Alors, mais on voulait jouer un peu précision. Donc, première idée reçue. Le vin rouge protège la mémoire. Vrai, faux, vrai, mais je ne sais pas l'expliquer. C'est à vous. Ensuite, vous avez une deuxième question bonus idée reçue. Les régimes détox nettoient le cerveau. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et vous en aurez une troisième. Le café est mauvais pour le cerveau. Vrai, faux. Vrai, mais je ne sais pas l'expliquer. On voit que les réponses sont très tranchées hein, quand même par rapport aux questions. Beaucoup de faux sur les trois. Est-ce un mythe ou une réalité? Bah écoutez, hop, je propose que nous arrêtions donc le sondage maintenant. Merci pour votre participation. Alors, bien sûr, vous voulez avoir les réponses. Vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Vous aurez les réponses aux questions bonus avec le replay. Voilà. Donc, vous les aurez. Il faudra que vous puissiez effectivement prendre connaissance de ce replay pour avoir notre expert qui va répondre à ces trois idées reçues. Voilà. Et donc, on est quasiment dans les temps puisque nous allons terminer ce webinaire. Nous sommes là ensemble depuis 1 heure. Je voulais terminer en vous présentant également donc notre institut de formation. Si vous voulez aller plus loin dans le sujet de la dénutrition également, donc en tant que professionnel de santé, vous former sur le sujet. N'hésitez pas à contacter donc notre institut de formation pour continuer donc à vous former sur ce sujet-là. Vous aurez également donc les coordonnées avec le replay et le support. Vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Et puis également, si vous voulez contacter l'association, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez donc les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci encore une fois beaucoup à Gaël, à Bastien, à Anne et à Sophie pour le partage de leur expertise. Et donc, vous aurez en même temps que le replay accès donc aux présentations qui vous ont été partagées aujourd'hui. Voilà, merci à tous, encore désolée pour le du début. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir.